Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Landeux, qui est dessinateur, écrivain, le créateur aussi d'un mouvement qui s'appelle le civisme, qui est l'auteur de 20 ouvrages, dont 10 sur une société sans argent. Notamment parmi ces ouvrages, on trouve le Réquisitoire contre l'argent ou Théorie d'égalité, ainsi que le civisme ou la théorie de la cité, Société sans argent. Bonjour Philippe. Bonjour Yann. Alors, pour vous citer certains passages de votre livre, vous dites: les citoyens doivent être égaux en devoirs et en droits, tous doivent participer à la vie de la cité et pouvoir jouir de ses bienfaits. L'argent est donc incompatible avec la notion d'égalité. Instaurer l'égalité, c'est anéantir l'argent par l'instauration d'un nouveau moyen d'échange. Donc, alors, depuis quand réfléchissez-vous à une société sans argent? Moi, j'ai basculé dans cette question-là précisément le 4 décembre 1997, à 5 heures du matin. Je suis originaire de Montpellier et je suis monté à Paris, effectivement, au départ pour faire du dessin. Et très rapidement, je me suis mis à lire. J'ai découvert la Révolution française, ce qui m'a amené à réfléchir, à commencer à écrire sur des petits sujets de société. Et un an plus tard, donc en décembre 97, j'ai mis le doigt sur un principe que, effectivement, vous avez cité, à savoir que les citoyens doivent accéder librement au marché parce qu'ils sont citoyens. Depuis quelques jours, je réfléchissais à la question comment échanger sans monnaie ou en modifiant la monnaie. Les solutions que j'avais envisagées ne marchaient pas. Mais bon, ça tournait dans ma tête. Et d'un coup, j'ai mis le doigt sur ce principe-là. Et il me semble que c'est vraiment le principe fondamental. Un citoyen a le droit d'accéder librement au marché parce qu'il est citoyen. Alors, ceci implique évidemment de redéfinir la citoyenneté, parce que telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, la citoyenneté est vide de sens. Donc, si on prend le terme tel qu'on le conçoit aujourd'hui, ce principe-là n'a pas de sens non plus, quoi. Mais si on considère qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui participe à la vie de la cité, selon ce que celle-ci considère comme une participation, et qu'en retour, il a le droit de profiter de tous les bienfaits de sa société, ça veut dire que, et donc, le droit d'accéder librement au marché, ben, ça veut dire que le droit d'accès au marché qui aujourd'hui passe par la monnaie, mais ne passe plus par la monnaie. Ça veut dire qu'il est conféré par la citoyenneté, ce qui me semble effectivement le plus logique. Et donc, il n'y a plus de monnaie. Il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de valeur marchande, il n'y a plus de prix, il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus tout ce qui va avec la monnaie. Et donc, on tombe dans un système non monétaire. Et dans le civisme, alors, on a parlé de mouvements, en fait, effectivement, j'essaie de réunir un peu les gens qui adhèrent à mes idées, mais pour l'instant, il y a pas de mouvement en vérité, hein. Il y a juste le civisme en tant que théorie. Et donc, une fois qu'on a ce principe-là, qui est la base de la logique sociale, en fait, on sort réellement de la logique monétaire. Alors, pourquoi changer de modèle économique? Alors, c'est pas seulement un modèle économique, c'est vraiment c'est un tout, en fait. C'est un des gros problèmes d'aujourd'hui, c'est qu'on sépare tout. Mais rien n'est séparé, en fait. Il s'agit d'instaurer une société assise sur ses principes. Et là, on comprend en fait que le système actuel, qui n'est pas une société, lui, est assis sur l'argent. Et c'est donc je pars du principe que pour qu'une société soit harmonieuse, il faut qu'elle repose sur ses principes. Évidemment, un système qui repose sur l'argent va fonctionner selon d'autres principes, et en l'occurrence des principes qui sont intrinsèquement antisociaux. Euh, on peut dire que l'argent, qui d'ailleurs n'est pas la monnaie dans ma théorie, l'argent c'est ce qu'il y a en amont de la monnaie. La monnaie c'est l'outil. La monnaie c'est en premier lieu c'est des unités de valeur, et on utilise des unités de valeur parce qu'en amont on a une croyance en nous qui est inculquée par le système, mais on a la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Alors, un monde sans argent éliminerait la pauvreté, l'injustice, la corruption, les guerres, les problèmes environnementaux. Quels sont les facteurs qui vous touchent le plus? Est-ce que ça éliminerait réellement les guerres? Je ne sais pas. Parce que il peut y avoir quand même d'autres motifs que simplement l'appât du gain, mais bon. Moi, ce qui me touche le plus, c'est évidemment c'est la pauvreté, de voir que des gens en crèvent de faim alors que les magasins sont pleins. Les absurdités, la bureaucratie qui nous pourrit la vie de tous les jours, et souvent pour des questions d'argent. Euh, L'imposture aussi, l'imposture au niveau des mots, au niveau des concepts, des gens qui se font passer pour des humanistes alors qu'ils prennent des idées qui sont totalement le contraire, des gens qui se présentent comme des gens généreux alors qu'en réalité ils défendent par exemple le système actuel. Le système actuel, c'est pas la panacée de la générosité.
etc., etc. Enfin, mais c'est surtout l'absurdité, en fait. L'absurdité, l'injustice, ça me fait réagir. Ouais. Admettons qu'on passe dans une société sans argent, donc comment vivent concrètement les gens dans le monde que vous concevez? Au niveau politique, comment s'organise la politique commune? Il y a des Ouais. présidents, des commissions, des groupes locaux. Comment s'organise la politique? Là-dedans, il y a déjà deux questions. Donc, il faudra peut-être séparer comment la vie s'organise et puis la question de la politique. Bah, apparemment, enfin, de prime abord, les gens vivent comme aujourd'hui. La différence, qu'est-ce qu'on a changé dans mon système? C'est la différence du pouvoir d'achat. Puisqu'on on a joué essentiellement sur cette question de droit d'accéder au marché, ce qui aujourd'hui donc passe par la monnaie. Dans ce système-là, il n'y a pas de monnaie, mais on accède librement au marché du fait des citoyens, donc sans monnaie. C'est un peu comme si aujourd'hui, d'un coup, on augmentait votre pouvoir d'achat. Donc techniquement, c'est un peu la même chose. Alors, dans le système que je prévois, que j'appelle donc la cité, les citoyens disposent d'une carte. Alors, ça peut être, donc, je dis une carte, mais ça peut être un moyen technologique, peu importe lequel, mais qui permet d'attester leur citoyenneté. Et à partir du moment où ils sont, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de votre carte de crédit, mais qui, au lieu de vérifier que vous avez des crédits, ben, vérifie votre citoyenneté, c'est-à-dire elle-même découlant du fait que vous avez rempli des devoirs, etc. Et donc, avec votre carte civique, ben, vous allez chez les commerçants, et ben, vous prenez ce que vous voulez, mais par contre, il faut quand même valider l'acquisition. Je parle d'acquisition parce qu'en fait, ces biens-là vont devenir vos propriétés privées, quoi, vos biens privés. Mais l'entreprise, le commerce, en l'occurrence, a lui aussi besoin de pouvoir prouver son activité aux yeux de la cité. C'est comme ça que les commerçants deviennent eux-mêmes citoyens. D'où l'intérêt, en fait, d'enregistrer des achats. C'est pas pour fliquer les gens, c'est juste pour que derrière, les commerçants, les entreprises, hein, de manière générale, puissent prouver à la cité qu'elles ont elles-mêmes rempli leurs devoirs. D'ailleurs, le consommateur, avant d'être consommateur, est lui-même, entre guillemets, un producteur. On a tous les deux casquettes, en fait. Et donc, techniquement, enfin, ça ressemble à la vie d'aujourd'hui, hein, sauf sans les limites de l'argent, sans les contraintes de l'argent, sans tout ça. Ce qui, en réalité, change tout. Mais si on se demande comment ça se passe, comment ça s'organise, mais ça s'organise comme ça, quoi. Alors, il faudrait évidemment développer comment s'organise la vie d'une entreprise, etc. Mais il y a la deuxième question qui est euh, la vie politique. Donc, évidemment, il y a une vie politique, euh, mais dans le civisme, il y a deux concepts. Il y a le concept de la citoyenneté, qui est lié à l'activité économique, et le concept de la nationalité, qui, lui, est lié à la vie politique. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, par exemple. On ne peut pas aujourd'hui distinguer la nationalité de la citoyenneté, parce que la citoyenneté, comme on l'a dit tout à l'heure, est vide de sens. Vos droits, c'est vous-même qui vous les ménagez en gagnant de l'argent. Donc, la cité n'intervient pas là-dedans. Et donc, pour que la citoyenneté ne soit pas vide de sens, on a collé les deux notions de citoyenneté et de nationalité. Et du coup, en dévoyant au passage la notion de nationalité. Et donc, dans mon système, les citoyens ont des devoirs économiques à remplir pour jouir des droits économiques, en l'occurrence, enfin, et notamment donc, le droit d'accéder librement au marché, qui n'est pas le seul, mais bon, c'est le principal, parce que c'est quand même par lui que passent tous les droits, en vérité. Et si on y réfléchit même aujourd'hui, c'est par la monnaie que passent tous les droits. C'est par la monnaie que vous pouvez manger, c'est par la monnaie que vous pouvez vous habiller, vous divertir, circuler, etc. Euh, et il y a un autre volet qui sont les droits, eux, politiques. Il faut savoir déjà une chose, c'est que dans la cité, les droits politiques sont beaucoup plus étendus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on n'a quasiment aucun droit politique. Euh, le système monétaire est inégalitaire et donc automatiquement oligarchique, et c'est l'oligarchie qui décide de tout. La démocratie n'est qu'une plaisanterie, n'est qu'une illusion. Dans la cité, en revanche, c'est le contraire. Les citoyens participent à tous les niveaux aux décisions politiques et même aux décisions économiques. Et donc, ces droits politiques doivent être l'apanage de gens qui sont réellement attachés à la cité et à la défense de ses intérêts. Et donc, pour s'assurer que les citoyens sont attachés à elle, la cité exige que les citoyens remplissent des devoirs d'ordre, je dirais, d'ordre politique. Il y a des critères à remplir, il y a un service national, il y a des permanences à assurer, et derrière, donc on a le droit, évidemment, le droit de vote, mais ce n'est pas le seul, mais on a le droit d'être appelé
à siéger dans des instances qui soient politiques ou économiques. Alors, comment s'organise, à partir de là, comment s'organise la politique dans la cité? A priori, c'est un peu comme aujourd'hui. Donc, on a un président qui est élu. Moi, je pense que. Alors, après, il y a des choses que je dis, c'est pas forcément ce que les citoyens, en leur temps, adopteront. Mais moi, je pars de l'idée qu'un un bon mandat, ce serait par exemple un mandat de 10 ans, plutôt que de faire des élections au milieu pour renouveler, pour réélire quelqu'un. Il a un mandat de 10 ans, même si au milieu, on peut faire des élections, on peut faire un référendum, pardon, pas des élections, mais un référendum pour savoir si on veut le garder. Mais ce ne seront pas des élections automatiquement, quoi. Donc, un président qui désigne des membres de son gouvernement, une chambre de députés, comme aujourd'hui, des représentants élus. Alors, c'est un double système. Ils sont élus au niveau, avec un système majoritaire dans les départements, et l'autre moitié des députés est élue au système proportionnel. C'est-à-dire qu'avec le même suffrage, ça détermine deux résultats. Ceux qui vont être élus directement, et ceux qui, au niveau national, seront désignés proportionnellement au résultat des voix de leur parti. Donc, ça, c'est le Parlement. Mais dans mon système, il y a une autre instance que j'appelle le tribunal de l'opinion publique. Et là, c'est une chambre de citoyens nationaux, donc, tirés au sort. Et cette chambre de citoyens nationaux, le TOP, le TOP, a pour fonction principale, c'est pas la seule, mais c'est la principale, de ratifier ou de rejeter les lois faites que ce soit par le gouvernement ou par l'Assemblée. D'ailleurs, dans ce système-là, les pouvoirs sont réellement séparés. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et ils n'interfèrent pas l'un sur l'autre. Le gouvernement peut faire des lois qui sont donc soumises au TOP, le Parlement peut faire des lois qui sont soumises au TOP, mais ce n'est pas le Parlement qui fait la bascule, qui fait le contre-pouvoir du gouvernement et vice-versa. Imaginons qu'on passe maintenant dans une société sans argent. Comment s'organise le logement? Que deviennent les propriétaires actuels et que deviennent les locataires? Ben, en fait, le logement s'organise en réalité un petit peu comme aujourd'hui, hein. Dans ce système-là, les citoyens, alors, le logement, ce n'est pas un bien qui est accessible directement via le marché, via ce que j'ai appelé tout à l'heure la carte civique. Puisque ça suppose, ben, comme aujourd'hui, des démarches administratives. Et donc, c'est pas un bien qu'on retire d'un rayon. Mais comme aujourd'hui, en fait, alors déjà, dans la cité, le sol appartient toujours à la cité. On ne peut pas, un particulier ne peut pas être propriétaire du sol. Alors, les appartements, c'est une extension du sol, mais c'est un peu le même principe, en fait, quoi. On, on ne peut jamais être propriétaire en réalité, aux yeux de la cité. En vérité, un occupant passe pour un propriétaire aux yeux de ses concitoyens, mais ne l'est pas officiellement aux yeux de la cité. Il faut le noter, ce qui est en réalité aussi le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous occupez un terrain, si l'État veut faire passer une route sur votre terrain, il vous expulse. Donc, vous êtes propriétaire en théorie, mais dès qu'il y a un problème, en réalité, on voit bien que vous n'êtes pas propriétaire. Bon. Et donc, dans la cité, les citoyens donc, ont évidemment le droit de se loger. Et comment font-ils? Ben, sur le marché, il y a des biens. Alors, ces biens peuvent être des biens donc, immobiliers qui peuvent être gérés soit par des agences, comme aujourd'hui, soit par des organes publics. Et donc, on s'adresse aux unes ou aux autres pour trouver l'appartement que l'on veut. Et inversement, quand on quitte un appartement, ben, soit on trouve un particulier à qui on le confie, soit on le confie soit à une agence, soit et si ce n'est pas confié à une agence, ce sera automatiquement récupéré par les autorités publiques. Euh, une chose, par exemple, sur la question parce que forcément ça va venir, sur la question de l'héritage. Est-ce qu'on peut hériter d'un bien immobilier? Eh bien oui, dans la cité, on peut hériter d'un bien immobilier. Tous les citoyens, pour pouvoir accéder donc, à ce type de bien, doivent remplir des critères. Enfin, par exemple, il peut y avoir des critères de surface, des critères de nombre de biens. Et tant qu'on ne sort pas de ces critères, on peut donc acquérir, enfin, occuper un autre bien. Donc, en l'occurrence, par exemple, vous voulez hériter de la maison de vos parents. Évidemment, en attendant, vous habitiez quelque part. Mais peut-être que vous habitiez un petit appartement. Là, en l'occurrence, une maison. Le cumul de cette maison, de votre appartement, fait que vous êtes toujours dans les critères. Donc, vous pouvez hériter de l'appartement ou de la maison. Et
Si ce cumul fait que vous sortez de vos critères, ben, vous devez choisir, vous devez opter. Mais dans tout cas, dans tous les cas, c'est possible, quoi. Alors, comment vous organisez les différences entre les logements? Parce qu'il y a des logements qui font 20 mètres carrés, il y a des logements qui font 100 mètres carrés. On a des célibataires actuellement qui habitent dans des logements luxueux de 200 mètres carrés. On a des familles avec 3 enfants qui vivent dans des petits logements de 50 mètres carrés. Donc, comment ça se passe concrètement si on passe dans une société sans argent, la gestion et l'accès du logement? À la base, c'est quand même un peu comme aujourd'hui. C'est chacun qui choisit, qui cherche les appartements de son choix, hein. C'est comme aujourd'hui, hein. Dans ce système-là, c'est pas l'État, il y a déjà, il y a très peu d'État en réalité, mais c'est pas l'État qui vous donne les choses. À un moment donné, c'est vous qui faites vos choix. Et sur le marché, donc, il y a un certain nombre d'appartements. Ben, quand vous cherchez un appartement, ben, que ce soit auprès d'une agence, comme je l'ai dit, ou auprès d'un organisme public, ben, vous dites, ouais, voilà, je voudrais tant de surface, et puis on trouve un appartement qui correspond à ce que vous voulez, quoi. Et Donc, donc, évidemment, à ce moment-là, tout le monde voudront des appartements les plus grands possibles et les plus petits peu possibles. importe, à un moment donné, on est confronté au réel, de toute manière, on ne pourra vous donner que ce qu'on a. Mais il faut bien voir une chose, c'est que la cité part de ce qui existe aujourd'hui. De toute manière, aujourd'hui, il n'y a pas des 200 mètres carrés pour tout le monde. Donc, au départ, il faut faire avec ce qu'on a. Et puis, avec le temps, évidemment, on construira des appartements plus luxueux, puis qui correspondront mieux aux besoins des gens, etc. Mais c'est avec le temps. Alors, est-ce que vous pensez que les gens auront tendance à voyager et donc à changer régulièrement de logement, notamment les jeunes, hein, les jeunes, quand ils ont 20 ans, ils rêvent de partir voyager, ils se prennent une année sabbatique. Est-ce que dans une société sans argent, justement, les gens auront tendance à voyager régulièrement, à changer de logement pour découvrir le monde en quelque sorte? Je pense pas, en fait. Je ne pense pas. Euh, Dans ce système-là, en fait, on aura conscience de ce qu'on doit à la cité. On aura conscience que nos droits sont le pendant de nos devoirs envers la cité, quoi. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas voyager. Est-ce que pour autant, ça donnera plus envie de voyager que de raison? De toute manière, à un moment donné, on a des devoirs à remplir, on les remplit. À un moment donné, il faut être fixe pour remplir ces devoirs. Mais ceci étant, la possibilité de voyager existe. Alors, comment s'organise le travail dans une société sans argent? Le travail, alors, il faut toujours partir du principe que un citoyen a le devoir de participer à la vie de la cité selon ce que la cité considère comme une participation. Donc, le travail proprement dit, moi, je parle de participation. Je n'ai pas parlé de travail, mais le travail est une forme de participation. Et donc là, c'est la question. Le travail, s'exerce dans le cadre d'entreprise, que ce soit une entreprise individuelle ou une entreprise collective. Et c'est l'entreprise qui, en fait, a des devoirs envers la cité. Alors évidemment, quand vous êtes une entreprise individuelle, l'entreprise, c'est vous. Donc, vous avez l'impression d'avoir le devoir directement envers la cité. Mais en fait, c'est l'entreprise qui a des devoirs. Et donc, ces devoirs, c'est d'atteindre certains résultats en fonction de la nature de son activité. Donc, ça peut être soit de produire une certaine quantité de produits, soit d'avoir un certain nombre de clients. Et souvent même, c'est plutôt un mix des deux. En fait, c'est ce que j'appelle les conventions. On doit satisfaire des conventions. Et à quoi servent ces conventions? Ces conventions servent à déterminer à partir de quand l'entreprise a rempli ses obligations. Et dès lors que l'entreprise a rempli ses obligations, je schématise parce que c'est pas tout à fait comme ça, mais à partir du moment où l'entreprise a rempli toutes ses obligations, la citoyenneté ou la carte civique de tous les employés est validée. Et donc, à partir de là, eux, ils pourront accéder au marché, etc. Et dans ce système-là, les entreprises sont en concurrence. C'est pas l'État qui organise ça. Les entreprises sont en concurrence. Et donc, de facto, elles sont amenées à dépasser, à ne pas tenir compte, en fait, de ces conventions. Pour une raison simple, c'est que si elles s'arrêtent de travailler dès lors qu'elles ont satisfait leur convention, ben, d'autres entreprises vont leur passer devant, vont leur prendre le marché, vont leur prendre les clients, et il arrivera un moment où elles ne pourront plus remplir leur convention. Donc, elles seront dépassées, et du coup, elles seront mises en liquidation. On peut effectivement, dans la cité, les entreprises peuvent être liquidées aussi, quoi. Donc, à ce moment-là, les citoyens d'une entreprise liquidée sont au chômage. Mais il faut voir que dans ce système-là, le chômage, en fait, techniquement, il n'y a pas de chômage. Dans un système où la demande est illimitée, puisque les citoyens accèdent librement au marché, l'offre, elle, est finie, elle est réelle, elle est finie. Et donc,
la demande tire toujours l'offre vers le haut jusqu'à ce que ben, le plein emploi soit atteint. Si vous voulez, quand aujourd'hui on veut relancer l'emploi par la demande en injectant de l'argent pour augmenter le pouvoir d'achat, le système monétaire fausse le jeu. Mais dans la cité, le jeu n'est pas faussé. Cette demande illimitée fait que le plein emploi est systémique. Alors, les gens travailleront combien d'heures par jour ou par semaine, je veux dire, dans une société sans argent? Ça ne marche pas comme ça. C'est comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, en fait, l'entreprise a des devoirs à remplir. Et ben ça, après, à charge pour elle de s'organiser pour les remplir. Si elle fait elle remplit ses devoirs en moins de temps, ben elle remplit ses devoirs en moins de temps. Ça marche pas comme ça, en fait, quoi. Et dans votre ouvrage, vous dites 8 heures par jour. Oui, ça, si vous voulez, c'est quand alors, je n'ai pas parlé. Dans la cité, il y a des organismes d'ordre économique qui fixent justement ces conventions. Alors, ces organismes sont constitués de citoyens tirés au sort, qui siègent à tour de rôle. Mais donc, ces organismes que j'appelle les commissions déterminent quelles doivent être les conventions de l'entreprise et on se base sur l'idée que, par exemple, ils vont travailler 8 heures par jour. Mais après, en pratique, dans l'entreprise, si le travail qui était demandé, il leur faut 4 heures, ben, il leur faut 4 heures. Pourquoi vous dites que dans une société sans argent, qui est une société par essence participative, hein, collaborative, pourquoi les entreprises seront en compétition? Parce qu'il y en a plusieurs, parce qu'il n'y a pas qu'une entreprise. Donc, de facto, elles sont en compétition. Mais c'est bon la compétition. C'est bon pour il y ait toujours du dynamisme, pour qu'il y ait toujours de l'innovation. Le jour où il n'y a pas de compétition, c'est l'Union soviétique et puis les tracteurs restent bloqués au milieu du champ parce qu'il n'y a pas de pièces de rechange. Alors, si on passe dans une société sans argent, il y a beaucoup de métiers qui seront amenés à disparaître, par exemple les vendeurs, les intermédiaires, les banquiers, les financiers. Donc, comment s'organise la rémunération de ces emplois? Non, non, déjà, tous les métiers ne disparaissent pas. Par exemple, vendeur, ça ne disparaît pas. Le vendeur, c'est un intermédiaire qui met les biens à portée des autres. Et donc ça ne disparaît pas. Évidemment, il n'y aura pas d'argent au milieu, mais le bien lui-même, il existe. Il faut bien que les biens qui sont produits par les entreprises, par exemple, il faut bien que quelqu'un les amène à la portée des consommateurs. Ce sont des intermédiaires. Alors après, effectivement, ceux qui disparaissent, ce sont les métiers qui ne font que brasser de l'argent. Par exemple, effectivement, assureur, ça n'existe plus. Banquier, ça n'existe. Alors, il y a des banques, mais bon, c'est pas le même rôle qu'aujourd'hui, quoi. Enfin, les impôts, ça n'existe plus. En fait, effectivement, il y a un certain nombre de métiers qui disparaissent et en même temps, il y a d'autres métiers qui apparaissent. Parce que dans un système où les citoyens peuvent accéder librement au marché, euh, peuvent apparaître beaucoup de services à la personne, puisque c'est gratuit. La limite aujourd'hui, c'est le fait que ce serait payant et que les gens ne pourraient pas se le payer. Mais dans un système où les gens peuvent accéder à tout, il y a des offres de services qu'on n'imagine même pas, en fait. Donc, il y a un potentiel énorme par rapport à aujourd'hui. Alors, comment s'organise l'accès à la nourriture dans une société sans argent? Ben, c'est ce que je dis tout à l'heure, les citoyens ont le droit d'accéder librement au marché, donc ils vont chez les commerçants, ils prennent ce dont ils ont besoin ou ce dont ils ont envie d'ailleurs, ils valident leur retrait, et voilà. C'est comme, Voilà, donc ils utilisent une carte, hein, oui, vous imaginez une carte civique. c'est la Hein. carte, oui, c'est une carte qui permet d'attester la citoyenneté, puisque c'est la citoyenneté qui est la condition pour accéder au marché. Donc il faut bien qu'il y ait un moyen d'attester cette citoyenneté. Alors, moi, je parle d'une carte, mais ça peut être n'importe quel moyen technologique. J'aime bien le système de carte parce qu'en plus, ça permet une transition par rapport au système actuel. Donc les gens, par rapport à l'alimentaire, ils vont dans un petit centre alimentaire local, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent à disposition autant qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a il y a des limites Alors, par rapport à certains produits? ah, il peut y avoir effectivement des réglementations sur certains produits, c'est-à-dire que au-delà d'une certaine quantité, ben, leur carte ne peut plus valider le retrait, donc ils ne pourront pas retirer, quoi. Mais le mieux, c'est qu'il y ait le moins de limitations possible. Alors comment s'organise l'éducation dans une société sans argent? Alors déjà, comme aujourd'hui, la principale éducation est le fait du système lui-même. Quand on est plongé dans le système, comme aujourd'hui, on est formaté par le système, qu'on le veuille ou non. Après, plus concrètement, dans la cité, il y a évidemment des écoles,
Et les écoles sont des entreprises privées. Comme, si vous voulez, dans la cité, c'est comme s'il n'y avait que des écoles privées. Aujourd'hui, une école privée, on paye. Dans un système où il n'y a pas d'argent, qu'une école, quand une école est privée, n'importe qui, en fait, peut y accéder. Alors, il peut y avoir des conditions d'admission pour les élèves, mais chaque école, donc, doit, pareil, comme les entreprises, j'en ai parlé tout à l'heure, une entreprise doit satisfaire des conventions, doit atteindre des résultats. Là, en l'occurrence, là, ça peut être des résultats en termes de réussite de la part de leurs élèves. Et puis après, au-delà de l'école, il y a des examens nationaux, il y a peut-être un programme national. Mais en tout cas, voilà, l'école, c'est une entreprise. euh, et donc, les citoyens peuvent mettre leurs enfants soit dans une école attitrée, comme aujourd'hui, parce qu'elle est dans le périmètre, soit dans une école ailleurs, spécialisée ou qui leur convient mieux. Enfin, mais ce sont des entreprises privées, quoi. Voilà. Alors, Les- comment s'organise la santé dans une société sans argent? mais comme aujourd'hui, hein, enfin, comme tout le reste, vous êtes malade, vous allez chez le médecin, et en allant chez le médecin, on fait travailler le médecin qui lui-même devient citoyen, etc., quoi. C'est que ce soit le médecin, le commerçant, le coiffeur, c'est la même chose. Alors, comment s'organise la production des biens, par exemple la production des vêtements, des meubles, des produits électroniques, comment elle s'organise? Ben, ça s'organise dans le cadre donc des entreprises qui ont un devoir de produire. Alors, une entreprise, alors, si c'est un cas particulier, c'est quand même alors, tout à l'heure, on parlait de la nourriture, le cas des paysans, la production de nourriture. Produire de la nourriture, ça nécessite du sol. J'ai dit tout à l'heure que le sol appartenait toujours à la cité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la cité confie du terrain aux paysans pour qu'ils puissent mener à bien son activité. Et Mais son activité, c'est un devoir envers la cité. Donc, d'une part, il n'est pas propriétaire du sol, et il n'est pas non plus propriétaire de ce qu'il produit, puisque il produit dans le cadre d'un devoir. Et donc, ce qu'il produit, c'est comme aujourd'hui en réalité, il produit pour le mettre sur le marché. Aujourd'hui, il est propriétaire, alors pourquoi faire? De toute manière, il le met sur le marché, c'est pas pour lui. Donc, ben là, c'est pareil. Donc, le paysan produit, il met ses biens sur le marché, et puis les citoyens se partagent ce qu'il a produit. Ils se le partagent automatiquement en accédant au marché, quoi. Alors, Euh, est-ce que vous pensez que les gens auront plusieurs activités dans la semaine ou dans le mois, une sorte de polyvalence pour éviter la monotonie dans une société sans argent? Ce ne sera pas forcément nécessaire, mais pourquoi pas? Après, ça, c'est chacun décide. Ça, c'est pas des questions qui relèvent de la société, en fait, de l'organisation sociale. Normalement, avec une seule activité qui vous permet d'être citoyen, vous n'avez plus besoin de faire autre chose. Mais après, si vous avez envie de faire autre chose, d'ailleurs, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez très bien faire autre chose dans le cadre de votre vie privée, et pas dans le cadre de votre devoir envers la société. Alors, qu'en est-il des gens qui ne veulent pas travailler? Justement, dans votre livre, vous dites qu'ils seront punis. Non, non, le concept de ne pas travailler dans la cité, ça n'a pas de sens, hein. Dans une société qui marche sur la tête, personne ne travaille pas, tout le monde participe. Par contre, on peut ne pas vouloir être citoyen quand on est natif de la cité. Parce que, évidemment, il ne s'agit pas d'appliquer la même règle à des gens qui viennent de l'extérieur et à des gens qui sont nés dans la cité. Et eux, le système était là, ils n'en veulent pas. Ben, la cité reconnaît qu'ils ont le droit à un lopin de terre pour cultiver leur nourriture, pour vivre de leurs propres efforts. Mais je ne pense pas que ce soit une vie plus simple que celle d'être citoyen. À mon avis, c'est plus compliqué de cultiver la terre tout seul que d'être citoyen et d'avoir une activité, d'accéder librement au marché. Donc, mais c'est possible. Mais en tout cas, ne pas participer à la vie de la cité, c'est pas concevable. À moins, évidemment, qu'on n'en ait pas les moyens. Là, on parle vraiment de gens valides. Après, des gens invalides, eux, sont pris en charge par la cité. Mais quelqu'un de valide n'a aucune raison de ne pas participer à la cité. Les droits du citoyen ne sont pas un cadeau, c'est un juste retour des choses. C'est la contrepartie de vos devoirs. Ben, si vous voulez avoir les droits du citoyen, ben, il faut remplir les devoirs du citoyen. On est donc dans une société qui laisse la possibilité d'accéder au marché donc gratuitement, hein, de pouvoir aller dans les supermarchés. Il y aura des restaurants aussi, je pense, dans une société de telle. Donc, Bien sûr, les gens n'ont plus besoin de payer
Et alors, s'ils ne veulent pas, s'ils ont une difficulté, par exemple, pour trouver leur place dans la société, on voit que la plupart des jeunes aujourd'hui, ils ont 18 ans, ils ont fait un baccalauréat, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ce qui est un petit peu l'absurdité du système. Ils vont donc essayer de gagner de l'argent, trouver de l'argent, peut-être en faisant un travail alimentaire. Quelle est la part de rêve que vous offrez aux jeunes, à la jeunesse actuelle, pour construire un monde meilleur, en quelque sorte, à travers leur activité, justement? Mais dans ce système-là, même si vous ne faites pas le métier de vos rêves, vous avez les droits du citoyen. Aujourd'hui, si vous ne faites pas le métier de vos rêves, vous êtes sûrement au SMIC ou vous payez aux 3 cacahuètes. Là, quel que soit votre métier, votre activité, vous avez accès à tout. Donc, c'est quand même un moindre mal. Après, ce sera à vous de faire votre vie de toute manière. Ce sera à vous d'évoluer. Si un jeune, par exemple, qui ne s'est pas encore fixé dans sa tête, qui ne sait pas ce qu'il veut faire, personne ne peut le faire à sa place. Donc, c'est à lui, avec le temps, de se former, de trouver ce qu'il veut faire et puis de faire ce qu'il faut pour le faire. Mais ça, personne ne pourra jamais le faire à votre place. Alors, quels sont les points faibles de votre système? Je ne dirais pas qu'il y a des points faibles, je dirais qu'il a des handicaps. Il a un handicap, c'est qu'il est réellement révolutionnaire. C'est que c'est vraiment une théorie très structurée. Là, on n'a fait que la survoler. Mais il y a vraiment tout un corps de principes qui amène en fait à la pratique. La pratique ne fait que découler des principes. Et il a un second handicap, c'est que il rend vraiment avec toutes les autres théories non monétaires. Et ce n'est pas un système angélique ou individualiste et mondialiste. C'est vraiment un système, en fait, moi je dirais patriotique, hein. Les citoyens forment une cité, ce qu'on appelle une nation ou une patrie, et il y a ce côté-là. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la cité est coupée du monde. On n'a pas abordé la question, mais la cité n'est pas coupée du monde. Elle peut aussi échanger avec le reste du monde. Mais ça, c'est justement une des aspects qui, comme il n'est pas résolu, amène souvent les gens à imaginer qu'il faut que le système soit mondial. Évidemment, ça ne pourra jamais être mondial. D'abord, ça ne peut pas être mondial, et ça ne pourra évidemment pas être mondial d'un coup, si jamais ça devait être un jour. Donc, il y a forcément une étape où on passe, où c'est national d'abord. La révolution ne peut se faire qu'au niveau national, quoi. Euh, et donc ça, c'est aussi un écueil qui fait que beaucoup de gens, le côté national, du coup, ah, c'est des fascistes, etc. Du coup, ah, c'est pas bien. Bon, mais c'est peut-être pas bien, mais en tout cas, c'est la seule chose réaliste. Et donc, ces deux aspects, le côté, on rend vraiment avec les préjugés monétaires, ben, fait qu'il y a beaucoup de gens que ça bloque, puisque eh bien, les gens sont enfermés dans la matrice monétaire, et imaginent même pas qu'on puisse sortir du système monétaire. Et inversement, des gens qui, eux, envisagent de sortir du système monétaire, imaginent souvent des systèmes plus mondiaux, où il y a plus de règles, ils sont un peu anarchiques, etc. Bon. Et ça, c'est pas. Donc, ces deux groupes de personnes, en fait, ne peuvent pas, ont du mal à adhérer au civisme à cause de ça, quoi. Et ça fait beaucoup de monde au final. Évidemment, maintenant, la grande question, c'est comment y parvenir. Donc, comment vous concevez la transition de notre système actuel ultra-capitaliste à une société sans argent? En fait, comme je l'ai dit, ce système-là, à la base, d'un point de vue pratique, n'est pas tellement différent du système actuel. C'est une révolution au niveau du moyen d'échange. Et c'est ça l'idée, parce que, à la base, toute la réflexion part de remettre en cause la monnaie. Donc, s'il y a une révolution, c'est au niveau du moyen d'échange. Et la carte civique dont j'ai parlé, qui incarne vraiment toute la philosophie de la cité, et tout simplement l'évolution de la carte de crédit. Euh, donc, en fait, pour passer du système actuel à la cité, il faudrait juste une décision politique. Il faudrait il faudra qu'à un moment donné, des gens soient portés au pouvoir par une majorité de citoyens, de Français, en l'occurrence, puisqu'on parle de la France, qui adhèrent à ces idées-là. Alors, d'ailleurs, ça peut être de manière volontaire ou de manière forcée. Quand je dis forcée, je parle par les circonstances. C'est-à-dire, moi, je pense que de toute manière, ce genre de rupture ne peut pas intervenir au sens volontairement, au sens propre. C'est vraiment les circonstances qui forceront les gens à passer à autre chose. Et on voit bien que le système lui, est à bout de souffle. À un moment donné, ça va craquer. Pour une raison ou une autre, il faudrait bien faire autre chose. Et là, en l'occurrence, la cité, pour passer à la cité, tout est en place déjà. Alors, convertir le réseau de cartes de crédit en réseau informatique pour vérifier que les citoyens, enfin,
que les citoyens soient bien citoyens, en fait, c'est pas compliqué en soi, quoi. Techniquement, c'est faisable. La seule limite actuellement, ben, c'est la pensée des gens, c'est la volonté. Mais avec le temps, moi, je compte évidemment que la diffusion des idées ben, amène les gens à envisager ce système-là comme une possibilité. Et un jour ou l'autre, dans des circonstances favorables, ben, il y aura un basculement de l'opinion. Et arriver au pouvoir donc de gens qui voudront instaurer ce système-là, quoi. Est-ce que vous pensez que la transition puisse se faire par la création de villes sans argent, autofinancées, qui pourraient servir de modèle et qui pourraient donner envie à d'autres personnes de rejoindre ce modèle? Absolument pas. Je n'y crois absolument pas. En fait, le système de demain, là on est en train de parler du système de demain, ça peut pas être un système à petite échelle. Le système de demain, c'est forcément un système à l'échelle, au minimum l'échelle nationale. Et donc, des petites communautés seraient des contre-exemples. Et ça ne marcherait d'ailleurs pas comme un système national. Une petite communauté n'a pas les capacités d'une nation. Et au départ, d'ailleurs, au départ, dans l'histoire, il y a des petites communautés qui, à certains moments de leur développement, basculent dans le système monétaire. Alors, imaginez qu'une petite communauté pourrait être un exemple pour demain, non, puisque la petite communauté, dans la petite communauté, en fait, dans la petite communauté, les gens se connaissent. Et donc, il n'y a pas besoin de technologie pour savoir qui fait quoi. La différence, en fait, c'est la technologie qui aujourd'hui permet d'appliquer les mêmes principes, mais à grande échelle. Et si on veut le faire à petite échelle, ben, à quoi sert la technologie? En fait, une révolution qui n'intégrerait pas la technologie d'aujourd'hui pour faire la révolution de demain n'a pas de sens. Alors, vous pensez donc que la voie politique est le meilleur moyen d'accéder à ce type de société? Ben, moi, je ne vois pas comment on peut la faire autrement que par le haut. Alors, sachant que évidemment, les gens qui sont au pouvoir actuellement ont d'énormes privilèges et des mafias à leurs ordres, en quelque sorte, comment Évidemment. est-ce que vous concevez cette possibilité de transition? Donc, Non, par mais un ça, effondrement? ben oui, 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 bien sûr, ça s'appelle une révolution. Des privilégiés, il y en a toujours eu, et puis un jour ou l'autre, ils se font renverser. Euh, dans certaines circonstances, mais évidemment qu'aujourd'hui, on a une oligarchie qui ne va pas lâcher le morceau, mais je pense qu'elle est en train de scier elle-même la branche sur laquelle elle est assise. Donc, il y a presque qu'à la laisser faire. Par exemple, sa plus grosse erreur, c'est de précisément pousser à l'usage exclusif de monnaie virtuelle. Et donc, de mettre en place toute la structure nécessaire pour passer aux cartes civiques. Alors aujourd'hui, le fait, ça passe par donc, soit des cartes de crédit, soit d'autres systèmes technologiques. Mais en fait, la force de l'oligarchie dans ce système-là, c'est la monnaie, de faire croire que la monnaie existe. Mais le jour où la monnaie est virtuelle, ce ne sera pas très difficile pour les gens de comprendre que ça n'existe pas, quoi. Et donc d'envisager de remettre tout le système en cause. Ah bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Philippe, hein. Je organiserai des tables rondes dans le futur. Vous voudriez y participer? Absolument, oui, bien sûr. Parfait, bah, je vous dis à très bientôt, Philippe. Merci Yann, à bientôt. Au revoir. Rêvé d'une terre où il n'y aurait plus de guerre. J'ai longtemps rêvé